membres du Conseil communal des jeunes, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les familles des fusillés, chers amis, c'est vraiment un très grand honneur que vous m'avez fait de me demander de venir aujourd'hui honorer les fusillés de cette clairière et plus largement tous les fusillés du département de la Charente. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici parmi vous pour honorer la mémoire des 16 résistants fusillés dans cette clairière de la Braconne. Les maquisards de la région de Chabanais s'étaient choisi le surnom de Vengeurs d'Oradour. Je ne peux donc que me sentir très concerné par la résistance dans ce département. La Charente, coupée en deux par la ligne de démarcation, allait vite devenir lieu de résistance. Des hommes venus de divers milieux, de diverses sensibilités se sont levés, des tout jeunes gens auxquels la vie aurait dû sourire, comme les frères Marc et Marcel Nepoux, 20 ans et 22 ans, des pères de famille, ils avaient 2, 3, 4 et même 6 enfants pour 2 d'entre eux. Ils ont été arrêtés, torturés, fusillés par les nazis dans cette clairière. La Charente a payé un lourd tribut de fusillés en différents lieux, d'internés dans les prisons du gouvernement de Vichy et de déportés dans les camps de concentration allemands vers le travail d'esclaves, vers la douleur jusqu'à la mort d'un déporté sur 2 et même 8 sur 9 résistantes charentaises déportées à Auschwitz. Toutes ces souffrances, tous ces morts ont logiquement découlé de la honteuse politique de collaboration de Pétain et de son gouvernement. Permettez-moi de rappeler l'affront suprême fait à la République française, et je cite en ceci le livre d'Albert Ouzoulias, Les Fils de la Nuit. Donc, le 23 novembre 1940 à Paris, le Reichsleister Rosenberg, idéologue du nazisme, futur auteur des lois contre les Juifs, qui parle à la Chambre des députés devant les personnalités militaires et civiles allemandes assises dans les fauteuils des députés français, et le penseur d'Hitler d'annoncer la fin des démocraties et la victoire du sang sur l'or. Je cite, il dit « Nous avons mené une lutte de front contre le libéralisme et le marxisme, les juifs et la franc-maçonnerie. L'époque de 1789 touche à sa fin. Elle a été vaincue sur les champs de bataille des Flandres, du nord de la France et de Lorraine. Cette époque, qui bien que pourrie, voulait encore déterminer le sort de l'Europe. Du chaos, de la misère et de la honte est surgi l'idéal racial qui s'oppose à l'idée internationale, et la victoire de cet idéal dans tous les domaines est la véritable révolution mondiale du XXe siècle. » Fin de citation. Les résistants de Charente, du Limousin, de tout notre pays, au prix de lourds sacrifices, ont lavé l'honneur de la France bafouée. Grâce aux efforts de Jean Moulin, les différents courants de la résistance ont pu être unifiés et le Comité national de la résistance créé. Ce CNR qui va doter la France du programme le plus progressiste, le plus démocratique que notre pays ait jamais connu. Un programme dont les grands axes sont basés sur la solidarité. C'est le cas de la sécurité sociale, des retraites par répartition. Également, il va promouvoir la nationalisation des secteurs importants de l'industrie et de la finance, de l'énergie, ces secteurs importants qui avaient largement collaboré avec l'ennemi. Également, la démocratisation de la presse et des moyens d'information. Toutes ces mesures qui assuraient plus de justice, plus d'égalité, ont permis le relèvement d'une France saignée à blanc par 5 ans de pillage et de destruction. Mais peu à peu, au fil des ans, les acquis du programme du Conseil national de la résistance ont été remis en cause, vidés de leur contenu démocratique.
Permettez-moi de citer M. Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF, qui, il y a à peine 2 ans, déclarait « Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. » Il flotte comme un air de vengeance dans l'air, un air de revanche, je veux dire. 65 ans après, le programme du CNR a été largement mis à mal. Nous assistons à des atteintes aux libertés démocratiques, à des tendances à la criminalisation des actions revendicatives face à la crise économique et au chômage. La solidarité est stigmatisée par des sanctions contre les militants des réseaux sans frontières, contre des gens qui, dans un souci d'humanité, essayent de secourir des sans-papiers en détresse. Nous assistons avec inquiétude à des tendances à minimiser l'histoire et le rôle de la résistance. C'est la remise en cause des cérémonies commémoratives. La commission Caspi, dans son rapport, a exprimé le souhait que toutes les commémorations de la Seconde Guerre mondiale soient réunies le 8 mai, à savoir l'appel du 18 juin du général de Gaulle, les débarquements alliés, les déportations, l'héroïsme des résistants, bref, une sorte de fourre-tout qui ne risque que de brouiller le sens de chacun de ces événements. La déportation des Juifs serait évoquée le 27 janvier, journée internationale choisie par l'ONU. Il nous vient également des informations inquiétantes au sujet de l'enseignement de l'histoire à l'éducation nationale. Les nouveaux programmes d'histoire des classes terminales des bacs professionnels à la rentrée de 2009 comporteraient l'étude des XXe et XXIe siècles, mais pas de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 15 jours, en visite à Oradour avec une classe de première, le professeur m'expliquait que les manuels proposaient l'étude des dictatures du XXe siècle, Hitler, Staline, Mussolini, comme égales, mais il me disait que lui, enseignant, attirait l'attention des élèves sur la spécificité du nazisme. Donc, selon la sensibilité du professeur, le nazisme peut être banalisé. De son côté, le Parlement européen, le 2 avril dernier, vient d'adopter un texte intitulé « Conscience européenne et totalitarisme », qui met sur le même plan nazisme et stalinisme et propose une journée du souvenir le 21 août, date anniversaire du pacte germano-soviétique. Face à tous ces amalgames, comment faire comprendre aux jeunes ce qu'était le nazisme, l'occupation de la France, comment des femmes, des hommes de tous horizons politiques, tant de jeunes qui croyaient au ciel ou qui n'y croyaient pas, se sont levés et donné leur vie pour leur amour commun de la liberté. On ne peut effacer de l'histoire des femmes et des hommes qui, portés par leur idéal communiste, comme le colonel Guingouin en Limousin, le lieutenant-colonel Bernard en Charente, ont joué un rôle capital dans la résistance de notre région. De même, le colonel Fabien, Missak Manouchian et ses 22 camarades de la Fiche Rouge, ou Joseph Epstein, plus connu sous le nom de colonel Gilles, Rolf Tanguy, bien d'autres au plan national. Nous devons rappeler sans cesse que le nazisme se réclamait d'une doctrine sur l'inégalité naturelle des races, qui justifiait pour la race des seigneurs le droit et le devoir d'asservir et d'exterminer d'autres races et peuples, d'exterminer des écoliers, des bébés de 12 jours, de 8 jours dans l'église d'Oradour-sur-Glane. Également, nous devons combattre les néo-nazis qui nient la réalité de ce qu'est des crimes nazis. Tous ces négationnistes, les Forisson et compagnie, en ce qui concerne le massacre d'Oradour, un Vincent Renoir qui prétend qu'il n'y a pas eu d'incendie dans l'église d'Oradour, par exemple. Et nous devons absolument combattre sans cesse ces négationnismes. C'est pourquoi
Des associations comme l'Association pour le souvenir des fusillés de la Braconne, comme toutes celles qui, dans toute la France, militent pour le respect de la vérité historique, ont un rôle irremplaçable à jouer. Bientôt, les derniers témoins auront disparu, mais les associations resteront pour transmettre le message. Je voudrais terminer en félicitant les membres de l'association pour le souvenir des fusillés de la Braconne et les associations sœurs des anciens résistants pour leur activité et leur dynamisme. Merci à elles.